Ingrid Riocreux, bonjour. Bonjour. Vous êtes beaucoup de choses, mais vous êtes entre autres chercheur associé à l'Université Paris IV et vous venez de publier un ouvrage remarquable aux éditions L'Artilleur, La langue des médias, destruction du langage et fabrication du consentement. Et pour commencer, vous donnez une définition un peu étrange de l'information dans votre introduction. Vous dites que c'est une vitre sale. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est une métaphore qui me permet un petit peu d'expliquer ma méthode. C'est-à-dire que je commence par repérer les petites saletés sur la vitre, qui sont les fautes de français, les fautes de diction aussi, le phrasé bizarre, etc. Et ces petites saletés vont attirer notre attention vers d'autres défauts de la vitre, qui sont son aspect déformant. Et donc, à force d'observer cette vitre, on va remarquer qu'elle nous donne aussi à voir la réalité d'une manière faussée. Est-ce que l'information, c'est quelque chose de donné ou est-ce que c'est quelque chose de construit ? C'est totalement quelque chose de construit et c'est ça que j'ai voulu montrer dans mon livre. Et les journalistes aiment bien dire des choses du genre nous on est journalistes, on est neutre, c'est l'actualité qui nous commande. Je cite un journaliste qui dit ça. Or l'actualité, c'est une construction du discours. C'est un certain nombre de faits qu'on a sélectionnés, qu'on a hiérarchisés et qu'on a mis en mots d'une certaine manière. Et alors, l'information et la communication, c'est la même chose ? Mais d'une certaine façon, il y a une proximité entre ces deux choses et je montre même dans mon livre que parfois le journaliste, d'une manière presque involontaire, se met au service de stratégies de communication qui le dépassent et donc il se fait le relais de procédés qui sont de l'ordre de la manipulation. Vous parlez aussi de fabrication du consentement. Comment peut-on fabriquer du consentement ? Ça, c'est une expression qui vient d'un journaliste américain, il s'agit de Walter Lippmann, qui dans les années 20 parle de fabrication du consentement et il en parle de manière positive, c'est-à-dire que selon lui, le journaliste doit offrir une forme de filtre, de mur entre le public et les événements pour mettre un peu d'ordre dans le chaos qu'est l'opinion publique. Une expression qui a renforcé Noam Chomsky ou qui a été plutôt critiquée par Noam Chomsky ? Alors lui, il est plutôt dans une perspective critique, évidemment, effectivement, et il a repris cette expression comme titre d'un livre dans lequel il montre, à partir d'exemples très précis, comment les journalistes se sont mis au service de la propagande américaine. Alors, quand on est journaliste, on écrit, on parle aussi, et vous donnez un certain nombre d'exemples, dont certains, je veux dire, sont savoureux, de maltraitance du langage. Bon, là, j'en ai un sous les yeux qui me fait bien rire. Vous qui êtes un ancien ministre, est-ce que ces mesures vous ont-elles satisfaites ? Bon, est-ce que c'est si grave que ça ? Alors, il y a beaucoup d'exemples que je donne qui ne sont graves que parce qu'ils sont répétitifs. C'est-à-dire qu'ils témoignent d'une mauvaise maîtrise de la langue, d'une absence de réflexion sur le discours des journalistes. Et puis il y en a qui sont beaucoup plus graves. Je donne des exemples où l'énoncé est tellement tordu que finalement on ne le comprend plus, ou alors on comprend l'inverse de ce que dit le journaliste, sans compter les exemples de mots qui n'existent pas. Hein. Perquisitionner un domicile, par exemple. Alors, vous parlez également de mots couperets, ceux que vous appelez les phobes et les sceptiques. Et c'est quoi la différence entre un phobe et un sceptique ? En fait, ce qui est intéressant, c'est pas tellement de voir la différence entre un europhobe et un eurosceptique, même si c'est vrai que j'ai fait tout un développement là-dessus. C'est surtout de voir justement dans quelle mesure ce sont des mots pièges. C'est une expression de Laurent Fidès, ou des mots chocs. L'expression est d'Olivier Reboul. En tout cas, effectivement, ce sont des mots qui n'ont rien à faire dans la bouche du journaliste, parce que ce sont des mots qui sont difficiles à définir. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est un rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui met en garde contre l'utilisation de ces mots. Donc ce sont des mots de militants. Ce sont des mots qui sont polémiques et qui donc ne sont pas neutres. Alors parmi les expressions, il y a des expressions qui ne sont pas neutres, on sait tous que le langage n'est jamais neutre, mais il y a aussi la naissance d'oxymores. On parle par exemple, d'extrémistes modérés.
Oui, alors ça c'est dans un passage où je parle plus spécifiquement d'un mot qu'on entend beaucoup dans l'actualité, qui est le mot islamiste. Et le problème de ce mot-là, c'est que ce n'est pas un mot de spécialiste, ce n'est pas un mot de théologien ni d'islamologue, c'est un mot de commentateur, et donc notamment de journaliste. Et donc de même qu'on a inventé la différence entre islam et islamisme, qui est déjà très difficile à appréhender, de même après on s'est mis à nous parler d'islamistes modérés, d'islamistes extrémistes, ou d'islamistes radicaux. Alors un islamiste, c'est déjà un musulman radical, donc qu'est-ce qu'un islamiste radical? Ce serait un musulman radical. Enfin, vous voyez que là, on accepte sans cesse que les médias nous servent un discours plein de concepts qui sont complètement insaisissables. Est-ce que c'est une manière de camoufler ou de détourner la réalité ? Alors là, il faut supposer une intention mauvaise chez le journaliste. Et je pense que dans la plupart des cas, en fait, il fait surtout attention à ce qu'il dit parce qu'il est sans cesse dans l'anticipation de la réception. C'est-à-dire qu'il a très peur que, s'il dit les choses d'une certaine manière, le public pense que. Et il a peur que nous ayons de mauvaises pensées. Donc, il va, d'une certaine manière, nous manipuler, mais toujours avec une parfaite bonne conscience et toujours pour la bonne cause. Alors, s'il a peur que nous ayons de mauvaises pensées, au fond, c'est qu'il n'est pas dans un rôle d'informateur, là, il est dans un rôle d'éducateur. Exactement. Moi, c'est ce que j'appelle le glissement de l'éthique du vrai à l'éthique du bien. C'est-à-dire que sa priorité n'est pas de nous donner l'information, ça va être de nous la donner d'une certaine manière pour que, surtout, nous n'allions pas avoir une mauvaise interprétation des faits, si vous voulez. Et là, on est totalement dans une manière d'appréhender l'information qui est de type idéologique. Alors nous allons prendre un exemple concret qui me paraît très illustratif et un discours récent, puisque je crois que ça date de septembre 2015 sur France Inter. C'est l'affaire des réfugiés, le fantasme de l'infiltration terroriste. Ça, je crois que c'était le premier titre de la journaliste. Et puis ensuite, petit à petit, il y a eu un glissement sémantique. On est revenu en arrière, mais pas tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus en détail cette affaire ? Effectivement, Géraldine Allo a fait sur le site de France Inter un article qui s'appelle « Réfugiés, le fantasme de l'infiltration terroriste ». Et elle explique dans un chapeau introducteur qu'il n'y a pas à avoir peur d'une infiltration terroriste parmi les réfugiés. Et à une phrase du genre faut-il craindre une infiltration terroriste? Non, et on vous dit tout de suite pourquoi. Et puis après les attentats du 13 novembre, il s'est avéré que certains des terroristes avaient, comme ils disent pudiquement à la radio, emprunté la route des réfugiés. Et donc la rédaction de France Inter, avec ou sans l'accord de Géraldine Allo, on ne saura pas, a changé le titre de l'article et reformulé le chapeau introducteur. Et donc c'est devenu des terroristes parmi les migrants, point d'interrogation. Voilà. Et le non, il n'y a pas à avoir peur et on vous dit tout de suite pourquoi a complètement disparu. Et donc ce sont des sites de la réinfosphère, comme on dit, qui ont déniché cet article. Et ce qui s'est passé, c'est très intéressant, c'est la manière dont les journalistes ont absolument enterré cette affaire. Je cite la matinale de France Info, dans laquelle Christian Estrosi donc, dénonce la transformation de l'article au micro de Fabienne Sintès, qui l'interrompt tout de suite. Donc on est sur France Info, hein, et elle lui dit vous réglerez ça avec France Inter, et nos amis de France Inter restent nos amis de France Inter. Or, Géraldine Allo est aussi sur France Info, donc déjà c'est gênant. Et puis on voit bien qu'il n'était pas question d'engager un débat sur l'éthique du journalisme. La dimension déontologique de la chose qui aurait pu faire débat, qui aurait pu faire un scandale, légitimement, même parmi les autres journalistes. Il n'était pas question d'en parler. D'une certaine manière, et dans ce cas précis en tout cas, on pourrait parler de journalistes manipulateurs. Mais est-ce que les journalistes ne sont pas les premiers manipulés ? Effectivement, Pierre Bourdieu le disait déjà dans un très intéressant essai sur la télévision. Il dit que plus on étudie le discours des journalistes, plus on se rend compte que s'ils sont manipulateurs, c'est d'abord parce qu'ils sont manipulés. Et c'est pour ça que moi je fais bien la différence entre la manipulation et l'orientation du discours. C'est-à-dire que ce qu'il y a de plus dangereux dans leur discours, ce ne sont pas les exemples les plus caricaturaux, bon, même si j'en donne beaucoup dans mon livre, c'est les petits détails. Et là je donne aussi beaucoup d'exemples. Par exemple, on s'habitue à entendre des
des informations du type tel pays applique encore la peine de mort. Bon, le petit encore, il témoigne à la fois d'une orientation idéologique, mais même d'une lecture, d'une croyance dans un sens de l'histoire préécrit. Donc ce genre de petits adverbes, on ne doit pas les accepter comme neutres, vous voyez. Donc ce sont tous ces petits détails, des formulations, des manières de dire, des reformulations, auxquelles il va falloir être très attentif pour ne pas se laisser orienter par un discours orientant. Alors vous avez écrit ce livre qui nous donne un grand nombre d'indications et de mises en garde, mais alors pour, je dirais, le citoyen lambda qui lit, qui écoute, qui regarde la télévision, quelles seraient vos recommandations? Que devons-nous faire? En fait, en écrivant ce livre, j'ai justement voulu donner une forme de manuel de réception de l'information. C'est-à-dire que l'accumulation d'exemples, qui sont tous classés par catégorie, par type, doit permettre justement de se dire « Ah, là, ça ressemble à tel exemple » et donc de remettre en question ce qu'on entend, de ne jamais l'accepter comme une évidence, de ne jamais entendre l'information qu'on nous donne comme étant la seule manière de nous donner cette information-là, si vous voulez, de toujours remettre en cause non seulement le contenu de l'information, faire du fact-checking, mais aussi la forme de l'information et de voir comment elle va influencer notre manière de comprendre le monde. C'est donc non seulement un livre savant que vous avez écrit, car c'est un livre savant, mais c'est aussi un livre pédagogique. Ingrid Riocreux, je vous remercie. Merci.